se sont basés sur des écrits de sociologues, de philosophes français, Deleuze, Derrida, Foucault, Lévi-Strauss. Et ils ont fait une sorte de bouillie de tous ces concepts-là, et un petit peu comme les charlatans en France disent souvent quand ils ne savent pas trop, quand ils cherchent un argument, qu'il y a une étude américaine qui prouve que, et ben aux États-Unis, ces philosophes-là disaient, il y a certains grands philosophes français qui pensent que, malheureusement, par exemple, Claude Lévi-Strauss, avant de mourir, a publié plusieurs articles où il a dit très clairement que la manière dont Judith Butler, on va y revenir tout à l'heure, qui est aujourd'hui vraiment le porte-drapeau international de la théorie du genre, a repris ses travaux, notamment sur le structuralisme, était totalement à côté de la plaque, n'était pas du tout une bonne lecture. Certains autres travaux ont montré d'ailleurs qu'il y avait tout simplement des erreurs de traduction sur les concepts philosophiques qui ont été utilisés pour cette French Theory. Le vrai objectif de cette théorie française, ça a été donc de poursuivre l'intuition d'Anne Oakley et de dire, puisque le fait d'être un garçon ou une fille, c'est essentiellement, ça nous est imposé par des normes et par des stéréotypes, il faut comprendre comment on peut les déconstruire pour arriver à s'autodéterminer et avoir cette liberté de pouvoir choisir qui on est réellement. Et donc, je vais vous donner que 2 exemples, parce que pour eux, la théorie du genre est une théorie globale. Tout doit être vu à travers ces lunettes de genre. Tout dans la société assigne un rôle aux gens. Et donc il faut tout déconstruire. Mais je vais vous donner 2 exemples. Un qui apparaît souvent assez surréaliste, la langue et la grammaire. Puisque par exemple Judith Butler, donc, qui est aujourd'hui la grande papesse de la théorie du genre, nous dit: lorsqu'on nous apprend les règles d'intelligibilité que doit suivre la langue, on nous fait entrer dans le langage normalisé. Ce serait une erreur de penser que la grammaire que l'on a apprise est le meilleur moyen d'exprimer des vues radicales, étant donné les contraintes qu'impose cette grammaire à notre pensée, et même à ce qui est simplement pensable. Si le genre est lui-même naturalisé par des normes grammaticales, comme le soutenait Monique Wittig, c'est alors en contestant la production grammaticale du genre qu'on pourra atteindre ce dernier à son niveau épistémique le plus fondamental. Ça paraît très absurde, on se dit, on est là sur du très fumeux quand même, quelques universitaires qui s'amusent entre eux, mais il faut savoir que cette volonté de déconstruire, y compris la grammaire, d'ailleurs ce qui explique que Judith Butler a souvent eu beaucoup de mal en France à être comprise, puisque hormis son livre « Troubles dans le genre », qui a été traduit par quelqu'un qui, en avant-propos, s'excuse auprès de l'auteur de trahir un petit peu la pensée de l'auteur, parce qu'elle a pensé qu'il fallait suivre les règles de grammaire pour que ça soit plus facilement compréhensible, parce qu'autrement les autres livres ne suivent pas tout à fait la grammaire et donc sont effectivement un peu plus obscurs pour des gens qui ne maîtrisent pas totalement son système de pensée. On peut penser que tout ça est très fumeux, et pourtant, 2 choses. Il faut savoir qu'en France, depuis maintenant 2 ans, s'est constitué un collectif qui s'appelle L'égalité c'est pas sorcier, qui est d'ailleurs financé en grande partie par le ministère via les associations qui en sont composées, et qui milite justement pour notamment la suppression de la règle du masculin l'emporte sur le féminin en grammaire, combat très important aujourd'hui, qui milite pour ce qui existe déjà en Suède, la création d'un pronom neutre, puisque l'idée c'est de se dire c'est parce que on vous désigne par il ou elle que vous êtes un homme ou une femme. Si on avait un pronom neutre très tôt, ça vous laisserait un peu plus de liberté. Alors, les Suédois, j'y reviendrai dans quelques instants, on aime. Et en France, ces militants ne sont quand même pas totalement totalitaires, et donc on vous laisse le choix. Vous avez le choix entre 2 pronoms pour l'instant, qui seraient ol ou lel. Les 2 sont très très jolis. Mais effectivement, donc, ils militent aujourd'hui pour la création de ces 2 pronoms-là. Ça va malheureusement encore plus loin, puisque en octobre 2012, en octobre 2012, Geneviève Fioraso, donc ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a produit un document qui est une sorte de feuille de route pour la recherche sur le genre, dont un des objectifs, c'est de favoriser des crédits de recherche pour travailler sur la recherche sur une langue neutre, non sexiste. Et qui va travailler sur la manière de redéfinir cette langue, et donc de remettre en cause finalement le français tel qu'on le connaît, pour le voir à travers ces lunettes non genrées.
Deuxième élément qui va un petit peu dans ce sens, qui le prolonge, qui est là aussi quelque chose de fondamental pour eux, c'est ce qu'on appelle l'éducation neutre. L'éducation neutre, c'est un peu la même chose. On se considère, et les travaux de la French Theory vont le montrer, que on a besoin d'avoir une éducation la plus neutre possible, débarrassée de repères masculins ou féminins qui nous enferment dans des catégories binaires. Et qu'il faut qu'on puisse laisser la liberté aux enfants de choisir. Et donc, il y a eu 3-4 exemples très connus, médiatiques. C'est le cas de Storm, Pop et Sacha, qui sont 3 enfants qui ont été élevés par des militants et qui ont décidé que leurs enfants, personne ne connaîtrait le sexe de naissance de leurs enfants, donc ils les ont élevés de façon neutre, en essayant de travailler pour qu'ils soient le plus possible androgynes, et surtout en les habillant un jour en garçon, l'autre jour en fille, et en faisant en sorte que personne ne sache réellement quel est leur sexe. Ce qui semble là encore quelque chose qui est simplement de la portée de quelques militants extrémistes, il faut savoir que c'est devenu une politique quasiment officielle de la Suède, puisqu'en Suède, on a développé depuis maintenant plusieurs années cette volonté d'éducation neutre, puisque on a un réseau de crèches, notamment à Stockholm, une crèche qui s'appelle la crèche Egalia. Cette crèche-là, elle a pour objectif de faire en sorte justement que les enfants soient élevés sans repères masculins et féminins. Donc on a supprimé les jeux de garçons et les jeux de filles, on a supprimé le bleu et le rose pour mettre tout le monde en orange. Les enfants, on n'appelle plus les enfants les garçons et les filles, mais c'est tous les copains, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et surtout, les enseignants utilisent ce pronom neutre, M, en Suède, pour ne pas assigner de force à un enfant un genre en l'appelant il ou elle. L'objectif est pour eux de faire en sorte que justement les enfants puissent grandir sans stéréotypes et sans tout ce qui serait très défavorable à leur développement. Et malheureusement là encore, ce qui semble lointain, même si la Suède c'est quand même pas très loin, octobre 2012, Najat Vallaud-Belkacem visite la première crèche qui s'inspire d'Egalia en France, qui s'appelle la crèche Bourdarias à Saint-Ouen, en demandant à ce que soit expérimentée une généralisation de ces crèches-là. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train d'expérimenter ce dispositif-là. Alors, depuis quelque temps, on cache un peu le modèle, on dit que c'est plus la Suède, sauf qu'on peut retrouver les articles montrant que Najat Vallaud-Belkacem et son cabinet sont allés en Suède et notamment se sont basés sur cet exemple-là pour valoriser ces crèches-là. Il faut savoir que c'est au-delà de ce que je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de dangers sur ces questions, puisque ça me permet de revenir un petit peu sur ce qu'est l'identité sexuelle. Le gouvernement essaie de caricaturer les opposants au genre en disant qu'on est des naturalistes et qu'on pense que tout est naturel. Si tout était naturel, on ne s'inquiéterait pas de l'éducation qui va être faite dans les écoles. C'est bien parce que justement on sait que l'identité sexuelle, comme d'ailleurs le prouvent presque tous les écrits des psychologues et la majorité des travaux qui ont été faits, c'est quelque chose de complexe qui a une part naturelle et qui a une part culturelle. Et notamment entre 0 et 6 ans, les enfants construisent leur identité sexuelle. Et ils la construisent de façon et pour la construire, ils ont besoin de repères masculins et féminins. Un garçon a besoin de repères masculins et féminins, comme une petite fille a besoin des deux. Et ils ont besoin de ces repères qui ne sont pas des frontières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait d'appeler stéréotype tout ce qui était des repères est très dangereux, puisqu'on est en train d'essayer de tout gommer, alors qu'en fait, ces repères-là ne sont pas des frontières, c'est des choses qui peuvent être dépassées par certains, mais on a besoin de ça pour se construire. Et je reviendrai si vous voulez dans les questions, mais la majorité des psys le savent, et depuis très longtemps, puisque déjà Françoise Dolto, qui ne peut pas être classée parmi les très grandes réactionnaires, disait « il faut élever son enfant selon le génie de son sexe ». Et effectivement, ce qui est très important, les repères ne sont pas des barrières, mais il faut faire attention à ce qu'on n'élève pas, on ne crée pas une tension inutile entre la culture et la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner des signes opposés, parce que dans ce cas-là, on crée une tension chez l'enfant, et les plus fragiles peuvent avoir effectivement de vraies difficultés à s'en sortir. Dernier élément sur cette éducation neutre, c'est que malheureusement, aux États-Unis, où c'est aussi pratiqué dans certains endroits, ça pose des vrais problèmes pour les enfants justement qui ont des difficultés. J'y reviendrai tout à l'heure avec un cas très précis, mais il existe effectivement des enfants qui entre 0 et 6 ans
où, au moment de l'adolescence, on a ce qu'on appelle des dimorphismes de genre. Il y a effectivement des enfants qui ont des petits garçons qui s'identifient, qui sont petites filles. Dans une très très grande majorité des cas, c'est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose qui d'ailleurs est très bien traité par des thérapies qui sont souvent d'ailleurs même pas des thérapies pour l'enfant, mais des thérapies de la famille, parce que dans presque tous les cas, c'est lié à un problème dans la famille. C'est-à-dire que souvent, c'est parce que la petite fille, par exemple, a un frère, et qu'elle a l'impression que le frère est plus aimé qu'elle, ou en tout cas qu'il y a plus d'attention, et donc elle va imiter pour essayer d'être au moins respectée au même niveau. Et tout ça, c'est des choses, effectivement, qui ne touchent pas la majorité des enfants, mais qui peuvent toucher les enfants les plus fragiles. Et c'est ce que les psys appellent les signaux d'alerte. Et malheureusement, avec cette idéologie qui consiste à dire qu'on va gommer tout ça et que c'est tout à fait naturel de vouloir se revendiquer d'un genre ou l'autre, on gomme ces signaux d'alerte, et quand l'enfant envoie ce signal, il n'y a plus personne pour l'écouter, il n'y a plus personne pour l'aider à vivre correctement. Et il y a aujourd'hui, aux États-Unis, des psys qui ont été attaqués par des associations parce que justement, ils essayent d'aider des enfants qui sont atteints de dysmorphisme de genre, et qu'on les a accusés de vouloir les enfermer dans leur genre, alors qu'ils souhaitaient, soi-disant, à 4 ou 5 ans, changer de genre. Deuxième élément qui nous fait bien comprendre toujours que cette volonté de tout déconstruire, l'autre ennemi, un des autres ennemis, puisque comme je vous dis, tout est à refaire, c'est les sciences. Éric Fassin, qui est donc un sociologue, comme je l'ai dit « La dénaturalisation de la différence des sexes ne va pas de soi. » Ça, on peut bien le croire. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un champ d'études, mais aussi un mouvement social. Et effectivement, ce qui est très marquant dans la théorie du genre, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez... qui a deux piliers égaux. C'est qu'on a quelque chose qui est lié à des études universitaires. D'ailleurs, en France, la majorité des responsables de la théorie du genre sont des universitaires, mais qui s'appuient sur un champ militant. Et cette identité de science et de militantisme est totalement revendiquée, elle est consubstantielle de la théorie du genre. Et on va voir que c'est très très fort, puisque Éric Fassin, quand il dit qu'il faut challenger les sciences, dit aussi « l'objectivité scientifique n'existe pas, parce que la rationalité et les sciences sont phallocentriques ». Et là encore, on retrouve un petit peu les racines marxistes qu'on avait connues. Et donc, ils vont inventer quelque chose qui est formidable, qui s'appelle l'objectivité forte. C'est un nouveau concept d'objectivité, et là on voit qu'ils sont assez habiles pour jouer avec les mots, qui a été développé par une spécialisation des sciences qui s'appelle Harding, qui est australienne, et qui va nous dire, en renversant totalement les valeurs, les positionnements des scientifiques ne sont pas tous également valables, c'est-à-dire également objectifs. Seuls ceux qui répondent à des exigences d'une science démocratique le sont. Pour Harding, l'objectivité scientifique se fonde forcément sur une définition de la démocratie réellement antisexiste. Et donc, et c'est là qu'on a le renversement total, pour elle, ceux et celles qui subissent le statu quo et veulent l'ébranler sont les plus à même de produire des points de vue, des savoirs fortement objectifs. En gros, on nous explique que seuls les militants sont objectifs. Ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau quand même dans la conception scientifique traditionnelle. Et là encore, on peut se dire, bon, c'est quelques illuminés, mais il faut savoir que c'est grâce à ça que ça s'est considérablement développé dans les universités françaises. Puisque Maurice Godelier, qui est un grand anthropologue, qui a été directeur au CNRS, faisait totalement sienne cette conception et disait reconnaître que le caractère légitime et nécessaire de recherche portant sur le rapport homme-femme faite dans un esprit militant. Et c'est lui qui a, du coup, ouvert les portes et les crédits à toutes ces études de genre qui, aujourd'hui, sont développées et où on voit très clairement des gens qui assument le côté militant et très fortement militant. Et donc, si vous voulez, je vous en donnerai des exemples, mais on a par exemple une professeure, j'ai fait un débat avec elle il n'y a pas très longtemps, Marie-Hélène Boursier, qui est professeure de l'université à Lille 3, qui est également qui est en charge de former des étudiants qui vont être les futurs formateurs dans les écoles de professorat, et qui dit effectivement très clairement qu'elle est une militante queer, et j'y reviendrai dans quelques instants, et
que pour elle, dans le débat, c'était sur LCI, il y a effectivement qu'elle reconnaissait que la théorie du genre existait et que c'était quelque chose de politique et qu'il fallait savoir si on était dans un monde qui considérait qu'il y avait une binarité entre masculin et féminin, ou comme elle, pensait qu'il y avait une infinité de genres et qu'on pouvait choisir entre plein de genres différents. Et que le progrès, c'était de choisir entre ces genres-là. Ben, effectivement, ce discours-là est un discours qui est porté par des universitaires, mais il est plus militant que scientifique, mais c'est effectivement consubstantiel à cette théorie-là. Dernier élément, et donc là je vous ai parlé un petit peu du tronc, les branches, la ramification, ce qui aujourd'hui est en gros, si on voulait prendre un langage informatique, la mise à jour de la théorie du genre, c'est ce qu'on va appeler la queer théorie. La théorie queer, ça veut dire étrange. Pendant très longtemps, c'était quasiment une insulte qui désignait les mouvements les plus extrémistes de la communauté LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Et avant de devenir une insulte, c'est devenu quelque chose que les plus radicales ont repris comme une identité en se définissant comme queer et donc en revendiquant le côté étrange et la nécessité de subvertir l'identité sexuelle des gens. Et celle qui est l'origine de ce mouvement queer, c'est effectivement Judith Butler. Et donc là aussi, on a un premier saut, on a un saut de radicalité supplémentaire, puisque pour elle, avant, en gros, on nous disait il y a des normes construites qui vous imposent de devenir un homme ou une femme. Et donc il faut les déconstruire pour avoir le droit de choisir un homme et une femme. Avec Judith Butler et avec les Marie-Hélène Boursier dont je vous ai parlé, on fait un saut supplémentaire, puisqu'elle va nous dire que le genre devient simplement déclaratif. Chacun peut choisir le genre qui lui correspond. Et c'est pas forcément homme ou femme. Il peut y en avoir plein d'autres. Là aussi, les plus modérés parlent aujourd'hui dans la théorie du queer de 5 sexes différents. 5. Et les plus imaginatifs, puisque c'est ce qu'appelle Judith Butler la société imaginative, parlent de N genres, et chacun pourrait choisir un genre qui serait une palette de nuances, qui pourrait permettre effectivement quelque chose de beaucoup plus important. Donc on a cette première radicalité qu'on va retrouver après dans les écrits du ministère, donc c'est important, c'est le genre est quelque chose de déclaratif, c'est un simple sentiment, qui n'a rien à voir, et là on a la coupure brutale qui n'a plus rien à voir avec l'anatomie, avec le corps. Serge Effès, qui est le seul psychiatre français favorable au genre, et donc le psychiatre officiel du ministère, puisqu'il est dans toutes les commissions, dit c'est long et difficile de s'attaquer aux fondements sur lesquels nous sommes construits. Nous sommes en train de changer de regard, de ne plus considérer les genres comme une bipolarité, mais dans une continuité. Il parle aussi de fluidité des genres, et effectivement on est dans cette théorie queer, c'est-à-dire qu'il y aurait toute une gamme dans laquelle on pourrait se positionner. Judith Butler appelle même les gens aujourd'hui à rentrer dans cette société imaginative, une société où toutes les combinaisons seraient possibles. Où effectivement, pour donner un exemple assez illustré, quand vous avez un homme et une femme en couple, vous pensez que forcément vous êtes en face d'un couple hétérosexuel. Mais en fait, pas du tout. Parce que vous pouvez très bien avoir un couple avec un homme lesbienne, qui en fait est biologiquement un homme, mais de genre féminin, et donc s'il vit avec une femme, est lesbienne. Et donc effectivement, on s'aperçoit comme ça que cette société imaginative est beaucoup plus rigolote. Elle ouvre beaucoup plus de possibilités. Mais malheureusement, c'est pas sûr que ça soit quelque chose de très intéressant pour les enfants, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, on va continuer, parce que malheureusement, les exemples qui arrivent vont pas forcément vous rassurer plus. Donc, Trouble dans le genre, c'est le livre de Judith Butler, celui qui est le plus connu aujourd'hui, où elle va effectivement dire qu'il faut subvertir les identités. Et ça va se traduire très concrètement dans la volonté de montrer que la binarité entre masculin et féminin, la binarité entre hommes et femmes, c'est quelque chose de factice. Et pour ça, il va falloir favoriser le trouble. Et pour favoriser le trouble, on va essayer de faire en sorte, de façon militante, de s'appuyer sur des militants qui vont mettre en cause cette ligne entre hommes et femmes. Et il y a deux cas. Le premier cas, ça a été un mouvement qui a été créé d'enfants intersexuels,
dont l'objectif était de ne pas se réassigner et de faire en sorte qu'aujourd'hui la majorité des enfants qui naissent justement avec cette ambiguïté, on les réassigne à un sexe masculin ou féminin selon ce qui semble le plus cohérent avec les indicateurs qu'on a, avec en gros ce qu'ils sont. Mais certains aujourd'hui demandent, et on y reviendra dans quelques instants, c'est ce qui s'est passé en Allemagne il y a quelques mois, il y a 6 mois, demandent à ne plus être réassignés et à pouvoir rester neutres. Et donc cette première brèche. Deuxième brèche a été un combat plus militant encore de quelques transsexuels, et on va y revenir tout de suite, qui ont décidé de ne pas faire l'opération complètement pour rester entre deux et montrer qu'effectivement on ne pouvait pas tout à fait choisir. Et donc cette avancée, ce trouble a été créé par des militants qui sont devenus finalement les porte-paroles, les porte-drapeaux du trouble. Premier cas que vous connaissez peut-être, c'est Thomas Betty. Thomas Betty est le premier homme enceinte 3 fois. C'est un Américain militant. Thomas Betty est tellement militant que lors de sa 3e grossesse, la grossesse se passait mal, les médecins voulaient qu'il accouche par césarienne. Il a attaqué les médecins au motif qu'il y avait une discrimination et que si on refusait qu'il accouche par voie naturelle, c'est parce que c'était un homme. Et effectivement, ça fait un peu sourire, mais ça a été effectivement un combat militant qui a été mené aux États-Unis. Hein? Et ben non, lui, en fait, ça serait plutôt une femme devenue homme qui est du coup... c'est plutôt une femme, ouais, c'est plus compliqué, ça serait une femme gay, ou je sais pas. Non, en réalité, effectivement, comme vous l'avez compris, c'est un transsexuel à l'origine, qui, de façon militante, a demandé dès son opération à pouvoir continuer à avoir des enfants. Et à peine son opération faite, d'ailleurs, il a accouché de son premier enfant, et donc il a toujours souhaité pouvoir accoucher en étant un homme et porter des enfants en étant un homme. Deuxième exemple, Nori May Welby. C'est un ou une Australienne